Bien, on continue le cours après avoir vu donc les conflits à l'échelle locale, c'est-à-dire essentiellement les conflits d'usage avec l'exemple de Tozer. On va voir maintenant les conflits à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, en tout cas internationale liée à l'eau, avec pour commencer alors un graphique. Ici, si on devait le commenter en classe, on dirait ce que c'est. Ce sont les prélèvements d'eau depuis 1900. Et on donnerait la tendance générale. Quelle est la tendance générale? Eh bien, c'est une forte augmentation des prélèvements d'eau. En particulier, regardez ici le vert pour l'agriculture. Depuis 1950, en particulier, on prélève beaucoup plus d'eau, à la fois donc surtout pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie et pour les usages domestiques. Alors, il y a une raison évidente à tout ça, à laquelle vous pouvez peut-être penser tout seul. Vous savez qu'en 1900, on était 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, on est 7 milliards 7 d'habitants. Eh bien, forcément, puisque la population humaine a beaucoup augmenté, on est obligé de prélever beaucoup plus d'eau. Que ce soit pour l'agriculture, essentiellement aussi parce que on fait beaucoup plus d'agriculture irriguée, mais aussi bien sûr pour l'industrie et puis même pour le domestique. On est beaucoup plus nombreux, donc voilà. Et puis en plus l'hygiène augmente. En 1900, on prenait pas de douche ou pas souvent. Enfin on utilise aujourd'hui beaucoup plus d'eau qu'il y a 120 ans. Il est donc normal, logique, que les prélèvements en eau augmentent. Donc, augmentation qui s'explique par la démographie, c'est-à-dire plutôt la croissance démographique, l'augmentation de la population. Et ça s'explique aussi par l'urbanisation. Nous sommes beaucoup plus nombreux à vivre dans des villes, les villes augmentent, et en ville, on utilise plus d'eau qu'à la campagne. Et puis enfin, c'est l'économie. Il y a beaucoup plus d'activités économiques, que ce soit l'agriculture irriguée ou les usines, beaucoup plus d'usines, beaucoup plus d'industries, donc beaucoup plus de besoins en eau. Alors, dans ce contexte où on prélève beaucoup plus d'eau qu'avant, quels sont les conflits éventuels entre pays? Regardez cette carte. Chaque étoile, c'est une carte du monde, chaque étoile représente une tension ou un risque, même un risque de guerre lié à l'eau. Sachez qu'il y a des pays qui sont dans une situation où il y a carrément un risque de guerre pour l'eau, pour cette ressource précieuse qui est l'eau. Donc ces tensions sont liées, regardez, surtout aux fleuves, les fleuves et les nappes fossiles, les nappes phréatiques. Donc les fleuves, ils sont représentés ici en bleu, et comme vous pouvez le constater, les lignes blanches, ce sont les frontières des pays. Eh bien, les grands fleuves traversent évidemment souvent plusieurs pays. C'est le cas du Nil, c'est le cas le plus parlant, le Nil, mais il n'y a pas que le Nil. Donc le Nil, lui, traverse carrément une dizaine de pays avant de déboucher ici en Méditerranée. Il n'y a pas que le Nil, le Mékong par exemple, le Mékong ici, qui prend sa source dans les montagnes himalayennes en Chine et qui traverse plusieurs pays d'Asie du Sud-Est avant de se jeter dans le Pacifique. Et donc, ces grands fleuves qui traversent plusieurs pays, eh bien, pour comprendre qu'ils représentent des tensions et des facteurs de risque liés à l'eau, rappelez-vous d'un aménagement qu'on avait vu ensemble, les deux groupes, un aménagement très important qui est le barrage. Alors, comprenez bien, si je suis sur un grand fleuve et que j'installe un barrage, et que plus loin en aval du fleuve, l'aval c'est dans le sens du courant du fleuve, plus bas, l'amont c'est plus haut. S'il y a un autre pays en aval et que donc j'installe un barrage, qu'est-ce qui va se passer? Comme le barrage me permet de réguler, de changer le débit du fleuve, eh bien le pays qui est en aval va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Avant j'avais un débit d'eau constant, c'est-à-dire toujours le même, de tant de millions de mètres cubes par an. Et si avec votre barrage j'ai plus du tout autant d'eau qu'avant, ça a complètement changé, donc je ne suis pas d'accord. Voyez les conflits que cela peut faire. Quand vous installez un barrage sur un fleuve, vous avez le droit parce que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre pays, mais ce fleuve, une partie de ce fleuve coule dans un autre pays. Cela va donc avoir des conséquences, votre barrage va avoir des conséquences sur le ou les pays qui se situent en aval. Exemple, toujours l'Égypte. Regardez cette carte.
Une carte ici régionale qui vous montre l'Afrique de l'Est centrée sur le Nil. Le Nil, c'est l'un des fleuves les plus longs du monde. Il prend sa source ici dans le lac Victoria, dans le cœur de l'Afrique, et il parcourt plusieurs centaines, même plusieurs milliers de kilomètres avant de se jeter, ici d'arriver en Égypte ici, et de se jeter en Méditerranée. Le Nil, il a une particularité, c'est qu'il est en deux parties, en fait, sur une bonne partie de son parcours. Il est divisé en deux. Il y a le Nil blanc, qui lui donc prend sa source dans le lac Victoria, et vous avez le Nil bleu, qui lui prend sa source dans le lac Tana, en Éthiopie. Et c'est au niveau ici de Khartoum, qui est la capitale du Soudan, que le Nil blanc et le Nil bleu se rencontrent et poursuivent leur route sous la forme d'un seul fleuve, le Nil ici en Égypte. Alors le Nil, pour les Égyptiens, c'est absolument capital, c'est fondamental depuis des milliers d'années. Regardez avec Google Earth, vous avez ici l'Égypte. En jaune, les frontières de l'Égypte. L'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est un pays désertique, avec une longue traînée ici verte, qui débouche ici sur un delta. Un delta, c'est la séparation d'un fleuve en plusieurs bras. Ça se fait en général à l'embouchure du fleuve, c'est-à-dire là où le fleuve se jette dans la mer. Et ce sont des régions, les deltas, particulièrement favorables à l'agriculture, puisque comme il y a plusieurs bras d'eau, on va pouvoir cultiver facilement. Mais c'est surtout le long du Nil qu'on va trouver des zones agricoles, des zones irriguées. Ceci, évidemment, grâce au Nil. Regardez ici, par exemple, eh bien, j'ai des zones irriguées, des champs, et donc j'ai de la vie, donc j'ai des villes ici, par exemple la ville d'Assiout, et puis si je m'éloigne un petit peu, c'est le désert. Donc depuis des milliers d'années, l'Égypte, c'est le Nil. S'il n'y avait pas le Nil, il n'y aurait jamais eu les pharaons, les momies, la grande civilisation égyptienne, ce pays aujourd'hui de 100 millions d'habitants, tout ça n'aurait pas existé. Le Nil est à la source de toute vie en Égypte. Pour les Égyptiens, le Nil, c'est l'élément fondamental de leur pays. Même dans l'Égypte ancienne, eh bien, il y avait des divinités, des dieux qui étaient associés au Nil. Et quand le Nil, quand il y avait une sécheresse, qu'il y avait peu d'eau dans le Nil, c'était la catastrophe, parce que ça voulait dire moins d'agriculture, donc des famines. S'il y avait beaucoup d'eau, tout le monde était content. Donc le Nil, ça a toujours été, pour les Égyptiens, l'élément fondamental, le plus important de leur pays. Et donc, eh bien, je reviens. Problème, ce fameux barrage qui a fait peur aux Égyptiens, pas seulement aux Égyptiens, mais aussi aux Soudanais. Ce barrage, il a été décidé d'être construit par les Éthiopiens donc en 2011. Il faut savoir que l'Éthiopie, c'est un pays très pauvre, c'est un pays qui a très peu d'agriculture irriguée et qui a même très peu d'électricité, qui est très peu électrifié. Donc l'idée pour les Éthiopiens, c'était de construire un grand barrage qu'ils appellent le barrage Renaissance, qui allait à la fois leur permettre de réguler ce fameux Nil bleu pour permettre une meilleure irrigation, mais aussi d'installer, rappelez-vous, des turbines et des alternateurs dans ce barrage pour produire de l'électricité en masse. Les Éthiopiens, c'est un pays très pauvre, ils n'avaient pas d'argent pour le financer. Ils ont été chercher des prêts auprès d'autres pays, en particulier des États-Unis. Ça n'a pas tellement bien marché. Aujourd'hui, l'Éthiopie finance surtout son barrage elle-même. Il y a des impôts spéciaux sur chaque Éthiopien pour payer le barrage. On estime que c'est 15% par an de toute la richesse produite par le pays, qui est consacrée à la fabrication de ce barrage. On peut le voir aujourd'hui. On peut le voir si je le trouve. Ouais. Donc, une construction décidée en 2011, il n'est évidemment pas fini. Il est prévu qu'il soit terminé en 2022, mais avec les conflits avec l'Égypte et le Soudan, eh bien, tout ça a été retardé et ça sera certainement beaucoup plus tard. Donc, vous voyez ici, avec les images satellites, le Nil bleu qui coule ici, c'est la traînée marron. Ici, donc l'Éthiopie.
Vous voyez l'Éthiopie. Là, ici, le Nil bleu prend sa source. Et Addis Abeba, la capitale. Donc là, on est proche de la capitale, de la frontière du Soudan. Le Nil bleu, ici, qui retrouve le Nil blanc à Khartoum, capitale du Soudan. Les deux fleuves se rejoignent, n'en forment plus qu'un, et ça devient le Nil qui coule en Égypte. Donc, il y a eu des grandes discussions, et aujourd'hui, on est arrivé à un accord. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord trouvé la bonne façon de discuter. Quelle est la bonne échelle? Est-ce qu'on doit discuter entre États? Est-ce qu'on doit discuter avec d'autres pays? La bonne discussion, ils l'ont trouvé, c'est de discuter au niveau du bassin versant. Qu'est-ce que c'est que le bassin versant? Regardez, c'est la tache ici sur la carte en bleu clair. Le bassin versant, c'est le territoire qui est irrigué par un même réseau hydrographique. Donc le fleuve lui-même, mais aussi tous ses affluents. Donc, toute l'eau qui se dirige vers le Nil, eh bien, constitue un territoire qui s'appelle le bassin versant. Alors, un petit schéma vous expliquera mieux. Regardez, voici ici un bassin versant, donc délimité par des pointillés rouges. Ça comprend le fleuve lui-même, mais aussi tous ses affluents. Donc le fleuve, la région du fleuve et de ses affluents, toute cette région-là où vivent des hommes qui utilisent l'eau d'un même système hydrographique, c'est-à-dire d'un même fleuve avec ses affluents, ça s'appelle un bassin versant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour discuter? Ils ont dit on va prendre tous les pays on va faire une organisation spéciale qui va s'appeler l'organisation du bassin versant du Nil. Et tous les problèmes liés au Nil seront réglés dans le cadre de cette réunion, cette association. Donc dans cette association du bassin versant du Nil, on va trouver des Éthiopiens, des Kenyans, des Ougandais, des Soudanais, des Égyptiens, qui sont des spécialistes de l'eau et qui vont prendre les décisions ensemble dans l'intérêt chacun de leur pays. Donc décisions prises non pas au niveau de l'Afrique ou d'un pays, mais au niveau du bassin versant lui-même. Oui, dernier document que je voulais vous montrer, pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'un bassin versant. Voici le bassin versant de la Seine. Alors regardez ma souris, la Seine, elle prend sa source ici, et elle parcourt tout ce chemin, ici, en passant par Troyes, voyez, pour finalement arriver là, en région parisienne, à Paris, ici à Gennevilliers. Là, elle va continuer son chemin pour ici, au niveau du Havre, déboucher dans l'océan. Donc, la Seine a beaucoup d'affluents, comme vous voyez. Eh bien, l'ensemble du fleuve et de ses affluents, ici vivent des millions et des millions de personnes qui utilisent toutes ces personnes utilisent la même eau, l'eau d'un même bassin hydrographique, l'eau de la Seine ou de ses affluents. Et puis, on sort ici, vous voyez la limite, on sort ici du bassin versant de la Seine pour entrer dans le bassin versant de la Loire. S'il y a une petite rivière ici, cette petite rivière se jette dans la Loire et pas dans la Seine. Donc voilà ce que c'est qu'un bassin versant, on le voit ici en vert sur une carte à une autre échelle. Donc, question des conflits entre États, c'est surtout des questions liées à la régulation du débit des fleuves avec les barrages, c'est aussi la régulation des nappes phréatiques, dans le cas où une nappe phréatique ou une nappe fossile, dans le cas où une nappe est sur 2 ou 3 pays, à cheval sur 2 ou 3 pays. Maintenant le cours. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Si j'ai mon cours, voilà. Donc, petit b, à l'échelle internationale, les conflits liés à l'eau sont nombreux à l'échelle internationale. On a vu celui de l'Égypte et Éthiopie, on aurait pu en voir d'autres. Ils concernent ces conflits le plus souvent un fleuve ou une nappe phréatique qui traverse plusieurs pays. Par exemple, le barrage de la Renaissance en Éthiopie entraîne des discussions entre les pays riverains du Nil. Alors, je dis des discussions, mais bon, là c'est un peu terminé, mais dans les années 2012-2013, c'était plus que des discussions, hein. C'était carrément des menaces, on se parlait plus, c'était des fermetures d'ambassades, c'était des véritables tensions, c'était plus que des discussions. Donc entraîne des discussions entre les pays riverains du Nil, comme l'Égypte,
La solution, je vous l'ai donnée, elle est alors à prendre non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle du bassin versant. Ça veut dire que quand vous avez un fleuve qui traverse plusieurs pays, vous ne pouvez plus décider de vous-même. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. On ne décide pas de soi-même tout seul dans son pays, même si vous êtes un État puissant, de faire un barrage ici et là, mais vous devez vous entendre pour que les décisions soient prises à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs pays et qui concernent donc des populations qui vivent dans plusieurs pays dans le même bassin versant. Donc, définition bassin versant, territoire irrigué par un même réseau hydrographique. Un réseau hydrographique, c'est un fleuve et tous ses affluents. Voilà, donc le cours à recopier, petit a et petit b, les deux définitions en rouge, pas d'exercice, si ce n'est pour le groupe 1, répondre aux questions sur Tozer, pour le groupe 2, pas d'exercice, et lundi, on repart tous du même point, on va arrêter avec l'eau, et on va parler de l'énergie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.